Bonsoir, c'est l'émission À travers qui entre chez vous. Nous vous rappelons que l'objectif de cette émission, c'est de vous présenter une personnalité et son parcours dans le grand marathon de la vie. Et cet après-midi, nous avons un homme de loi, un docteur en droit. Il s'agit de Maître Montferrier Dorval. Il est avec nous cet après-midi sur le plateau de l'émission À travers. Bonsoir Maître Dorval, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de notre émission cet après-midi. Bonsoir Naïma et merci de m'avoir invité à votre émission. Nous allons partir, disons, un petit peu pour voir la personne que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez accompli jusqu'au moment où nous parlons. Comment a été le parcours? Peut-être des réussites, des échecs qui ont été combinés pour que vous soyez l'homme que vous êtes aujourd'hui ou bien pour avoir le résultat que vous avez aujourd'hui. Expliquez-nous votre parcours en ce sens. Bon, en général, je suis très positif. Bon, et mon parcours, j'ai fait mes études primaires à l'école nationale de Ben Salim. Vous êtes originaire Je suis originaire de Ben Salim, de dans la Salim. Tibonite, qui se trouve en Gonaïves-Saint-Marc. C'est une commune, une ancienne commune. Donc, j'ai fait toutes mes études primaires là-bas. Après, je suis rentré à Port-au-Prince pour faire des études, pour faire mes études secondaires. Je suis rentré au lycée Pétion, où j'ai fait toutes mes études secondaires de la 6e jusqu'à la philo. J'ai fait la section A. On était parmi les meilleurs. Et quand on réussit la 6e, on est tout de suite admis en 5e droit. Et il y a toute la crème des élèves qui ont réussi en juin en 5e droit. Et tout le monde était, tous les élèves étaient brillants en 5e droit. On réussit en 5e droit, on est admis directement en 4e I, les meilleurs toujours. Ensuite, j'ai opté pour la section A. J'ai fait la section A de la 3e jusqu'à la philo. Après mes études, donc j'ai réussi le bac sans problème, sans problème, sans problème. Donc on Vous pensait avez même reçu une très bonne formation. très bonne C'était pas formation. envié à d'autres écoles. J'ai eu de très bons professeurs. Très bons professeurs. J'ai un professeur qui m'a marqué, c'était vraiment un professeur de grec et de latin, le professeur Mère Clairvaux. J'ai eu Rémi Zamor, j'ai eu T. Jérôme, j'ai eu Docteur Douillon. On a eu un cours de philosophie, de psychologie. Il a fait tous ces cours-là. Sans papier, il est venu parler. Où en étions-nous arrivés? Et puis il commence à débiter son cours. Et après, je me suis inscrit à la faculté des sciences humaines où je fais le service social. Et après la 4e année, j'ai été admis comme assistant professeur. On a choisi 3 meilleurs étudiants dont je faisais partie. J'ai été admis. Après, j'ai été assistant professeur. Je dirigeais les stages des étudiants à la faculté des sciences humaines. Je supervisais les stages. Ensuite, j'ai été nommé au centre d'accueil du Val-du-Allier à Carrefour, à l'initiative de la faculté. Donc j'ai eu un poste comme assistant professeur et j'ai travaillé comme travailleur social au centre d'accueil du Val-du-Allier où j'ai pu réaliser mon mémoire de licence en service social. Je suis licencié en service social et puis une année après, je suis allé à la fac de droit parce que j'ai à la fac de droit où j'ai fait les 4 Pourquoi ans. vous avez fait ce choix? Pourquoi aller vers le droit? Le droit parce qu'il y a mon père, on était dans l'environnement. Vraiment, mon père était Oui, professeur. vous n'avez pas vraiment parlé de votre C'est famille mon père qui d'origine. m'a donné cette base, la base primaire. La base primaire, mon père m'a donné cette base. Donc, moi, Vous étiez influencé d'une part par votre par père. le père, parce que, bon, il nous intéressait vers les livres. C'est ce qui importait pour lui, le savoir. Il voulait être connu, il voulait avoir une certaine notoriété dans le pays. Mais comme il était à Gansan, il pouvait avoir cette notoriété. Donc Et maintenant, lui, il était dans quelle discipline? Dans quel il était domaine? enseignant. Il était enseignant. Il a fait ses études primaires à Gansan. Après, il a été à Chatar, une école, une ferme école. Lui, il est arrivé jusqu'à 4e. Mais voulait entrer à l'école d'instituteur, il ne pouvait pas y aller, donc c'était trop tard. Ensuite, il a été nommé comme instituteur à Gansalim. Ensuite, il a été nommé directeur. Mon père a passé 42 ans dans l'enseignement. 42 ans. 42 ans dans l'enseignement. Il est Et toujours en vie? il est mort. Il est mort. C'était vraiment... Il m'a donné toute la base primaire. Dès
l'école, dès la classe élémentaire, il m'a demandé de suivre avec les élèves des cours moins 2, moins 1, moins 2. Il me disait qu'il fallait rester. Il donne des cours supplémentaires. Donc il faisait, c'est lui qui débutait les élèves. Mais quand même, comme il était directeur, il m'a dit qu'il fait toujours une sorte de contrôle des connaissances. Même si vous êtes en moyen 2, il vous demande 4 heures de l'après. L'école fonctionne 2 fois par jour, de 8h, 11h, 2h, 4h. À 4h, il arrive, il vous dit, il faut rester, telle classe, moyen 2, rester, je dois faire un contrôle de connaissances. Moyen 1, il me demande toujours de rester pour suivre avec les élèves du cours moyen 1, des cours moyen 1, moyen 2. Donc, il m'a de cette base, il était très exigeant. Il était très exigeant. Il faut connaître il faut connaître d'abord, il faut maîtriser l'élocution, il faut maîtriser tout ça, là, et les concordances de temps, la règle du 3. Tout ça, il fallait maîtriser ça. Il était très méticuleux. Il y avait une technique d'enseignement que j'ai beaucoup appréciée. Donc ensuite, je suis rentré à Port-au-Prince, je fais mes études au lycée Pétion. Et j'ai rencontré tous les grands professeurs du lycée Oui. Pétion. Vous étiez en train de nous dire que vous étiez allé vers la faculté de droit. De droit, Et... la faculté de droit. Donc j'étais influencé par mon père. Mon père était à la fois enseignant, il est aussi fondé pouvoir. Ah bon? Bon, il a appris ça sur le tas. Et je l'ai vu plaider au tribunal de paix de Grande-Saline. Donc on était dans un... Parce que les anciens là, ils s'intéressaient au droit. Mais tous ses amis étaient juges de paix, tantôt officiers d'état civil. Donc tous ces gens-là nous parlaient du droit. Ils s'intéressaient au droit. Et nous autres, ça m'a influencé et j'ai opté pour le droit. J'ai fait toutes mes études donc, à la fac de droit sans échec. Jamais d'échec. J'étais toujours parmi les meilleurs. Et à l'école nationale, j'étais toujours premier. Premier, deuxième, premier, deuxième. Je suis entré au lycée Pétion, toujours parmi les meilleurs. À la faculté de Saint-Ouen, parmi les meilleurs. Vous avez gardé cette culture Toujours, d'excellence. toujours. J'aime l'excellence. Mais pour arriver à l'excellence, il faut travailler. Il faut travailler. Moi, j'aime travailler. Je suis capable de travailler. Je suis un bosseur. Pour réussir, il faut travailler. Le secret, c'est le travail. Donc, après les 4 années, parce qu'à la fac de droit, en 4e année, on nous exigeait le plan de mémoire avant de passer les examens. Le doyen Lamar, qui était doyen, qui fut doyen de la faculté, ils exigeaient aux étudiants de déposer le plan de mémoire. Ce que j'ai fait, mais je sais qu'en mai, je suis arrivé à la faculté, j'ai vu qu'il y avait un avis du décanat et qui indiquait que lundi matin, on organisait un examen, un concours plutôt, à l'ambassade de France. À l'époque, il y avait la mission française de coopération. Donc, les étudiants qui sont intéressés peuvent y aller. C'est ainsi que nous autres, moi-même, je me suis préparé pendant tout le week-end. J'ai vu ça un jeudi. J'ai lu des bouquins. Je suis resté chez moi en train de lire les bouquins. Et puis, je suis allé participer au concours. Et j'étais sorti premier lauréat du concours. C'est ainsi que j'ai pu partir pour la fac. Un jour, j'étais devant la fac. On venait de terminer les examens. Il y a quelqu'un qui m'a approché, m'a dit mon Ferrier, il y a le doyen qui voudrait vous rencontrer. Et puis j'ai été voir le doyen était dans la salle des pas perdus. À l'époque, il y avait la grande salle des pas perdus avant le CIC, si vous connaissez la fac de droit. Et puis j'ai vu le doyen, il dit vous êtes premier lauréat du concours, demain il faut passer voir madame est-elle à l'ambassade de France. Et je suis allé voir madame, arrivé, on m'a dit je suis sorti lauréat, mais pour concours, premier lauréat, mais pour obtenir la bourse, il faut soumettre le mémoire. Mais comme j'avais déjà déposé le point de mémoire, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas perdu de temps du tout. Comme je travaillais, j'ai sollicité une mise en disponibilité, pas une mise en disponibilité, un congé, un mois, et puis j'ai préparé un mois pendant un mois et demi, et j'ai soutenu en septembre, le 26 septembre à la fac de droit, et le 30 septembre, j'ai soutenu à la faculté des sciences humaines. Et je suis parti pour la France le 1er novembre. Et je suis rentré. Vous avez vraiment accéléré, hein? J'ai travaillé un mois et demi. J'ai terminé. Je ne faisais que ça. J'étais motivé. Il ne fallait pas perdre la bourse. Oui, certainement. Donc, on était deux. Motivation. J'étais le seul à pouvoir avoir tiré parce que l'autre n'a pas pu rédiger son mémoire. Et d'ailleurs, il venait d'être nommé directeur administratif dans un organisme autonome. Il ne voulait pas perdre cet emploi. Il n'a pas pu réaliser le mémoire. Il n'est pas parti. Donc, finalement, je suis parti.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller jusqu'à la thèse. Moi, j'ai dit, j'ai déjà eu 2 niveaux universitaires, 2 licences. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller jusqu'à la thèse. Et quand on m'a demandé quel titre je recherchais en France, je dis doctorat. Donc, c'est ainsi que, arrivé là-bas, j'étais admis en 2EA. Et en 2EA, quelle branche du droit? J'ai opté pour le droit public parce qu'il y a un professeur, M. Thomas, qui nous parlait tout dans le droit public. Et j'aimais à l'époque le droit pénal. À l'époque, à la fac, on nous disait que le droit pénal faisait partie du droit public. C'est ce que j'avais appris quand j'étais à la fac de droit. Mais arrivé en France, j'ai vu qu'il y avait un débat. Il y avait un débat, le droit pénal, pour nous publicistes, le droit pénal fait partie du droit public. Pour d'autres, ils disent que le droit pénal fait partie du droit privé, d'autres disent que le droit pénal fait partie du droit mixte. Donc nous autres, le droit pénal fait partie du droit public. Donc parce que même le raisonnement du droit public ne concorde pas avec celui du droit pénal. Donc par conséquent, j'ai opté le droit public et je me suis inscrit en 2EA et j'ai réussi la première année. Mon directeur de thèse, mon directeur de 2EA m'a donné un avis favorable et ma bourse a été renouvelée et je me suis inscrit en thèse doctorat. Oui, en parlant de thèse de doctorat, et votre thèse se porte sur la problématique de la fonction publique en Haïti. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à aborder cette problématique? Bon, j'ai une expérience dans l'administration publique parce que j'ai vu comment ça fonctionne, pour moi, la fonction publique. J'ai dit, mais comme je suis en droit public, faire une thèse sur Haïti, pourquoi ne pas faire une thèse sur l'administration publique haïtienne? Donc c'est ainsi que je choisis la fonction publique. Il y a l'administration publique, il y a la fonction publique, c'est le personnel de l'administration publique, hein, soumis à un statut de droit public. C'est ce qu'on appelle la fonction publique. C'est l'ensemble, ça peut être une partie du personnel, parce que tout le personnel n'est pas soumis à un statut de droit public. Il y a un personnel qui est soumis à un statut de droit privé. Si on prend le personnel des entreprises publiques, donc il est soumis à un statut de droit privé et même du droit du travail. Il y a le droit du travail qui régit le personnel des entreprises publiques. Tandis que, on les appelle en droit public les salariés de l'administration. Tandis que le personnel soumis à un statut de droit public, on les qualifie les employés publics ou fonctionnaires. Donc actuellement, on ne parle que de fonctionnaires dans le décret de 2005. Donc je dis maintenant, pourquoi ne pas faire un travail comme ça? Je suis rentré en Haïti, j'ai passé 6 mois sur le terrain. Avant, j'étais rentré en 87 j'ai fait 2 mois de recherche sur le terrain. Ensuite, je suis revenu, j'ai eu plus de temps, j'ai fait 6 mois de terrain où j'ai réalisé mon mémoire. Et pendant que j'étais à l'extérieur, je me suis abonné aux Nouvelles pour savoir ce qui se passait en Haïti, et que ce soit au niveau de l'actualité en Haïti, que ce soit au niveau des textes. Et j'étais au courant des textes qui sont sortis dans le Moniteur. Donc j'ai pu faire la thèse. Et la problématique, c'est vraiment, j'ai montré que la fonction publique était inorganisée. De fait, c'était inorganisé. De droit, il y a une organisation de la fonction publique. Mais de fait, la fonction publique est inorganisée. Donc j'ai montré que c'est la prédominance du parrainage, alors que le texte prévoit, la loi, c'était la loi de 82, 19 septembre 82, qui prévoyait... Non 19 septembre 82. 19 septembre 82, qui prévoyait le concours, oui, le concours comme mode de recrutement. Oui, justement. Le concours. Oui. Même la Constitution 87 prévoit le concours. Oui. Mais dans la pratique, ce n'est pas le concours qui est prédominant. Ce qui est prédominant, c'est le parrainage. J'ai dit, j'ai toute une section qui traite de la prédominance du parrainage. Et où j'ai montré qu'il y a un hiatus, une différence, une dichotomie entre ce que prévoit la loi sur la fonction publique et ce qui se fait dans la réalité. C'est pourquoi il y a une approche à la fois de droit administratif et de sciences administratives. Donc, j'ai eu comme cours de droit constitutionnel là-bas, et il faut dire que je pensais que j'étais plutôt destiné à faire un cours de droit administratif uniquement. Mais arrivé ici, j'ai été admis comme enseignant, comme professeur à Kiskeya, où j'ai commencé à enseigner la théorie générale du droit constitutionnel. Il y a une autre partie qui fait maintenant les institutions politiques haïtiennes. Ensuite, parallèlement, il y avait 4 programmes de droit administratif. C'est moi qui ai élaboré
ce programme en fonction des recherches que j'ai effectuées. Et il n'y avait pas vraiment de référence. Il n'y avait pas de livre de droit administratif en Haïti. Il y a le livre de M. Thomas qui est sur l'administration publique, mais ce n'est pas un livre de droit administratif. Donc j'ai commencé à là, et puis parallèlement, j'ai pu être admis comme professeur à la fac de droit. Je suis été admis comme professeur le 22 janvier 1900, je pense que je suis rentré en 1994. Donc, en gros, j'ai 26 ans d'enseignement universitaire. Et parallèlement, j'ai pris serment le 13 novembre 1993 et mon stage a été écouté. J'ai été admis tout de suite, avant même de prêter serment, j'ai été admis au cabinet Lamar, où j'ai été admis comme avocat, comme d'ailleurs je n'ai pas prêté serment. Après la serment, je suis devenu avocat, et puis j'ai bénéficié d'une réduction de stage, et puis j'ai passé 7 ans au cabinet Lamar, et puis en 2000, j'ai ouvert mon propre cabinet. J'ai fait les deux activités séparément. Il y a un va-et-vient entre la profession d'avocat et l'enseignement universitaire. Donc ça me permet d'approfondir les notions. Donc quand il y a une question, je l'approfondis. Oui, vous peaufinez votre savoir. Oui, ouais, c'est important. Ça vous donne une largeur de vue quand vous élaborez, quand vous préparez une assignation, quand vous préparez les conclusions. C'est intéressant. C'est intéressant quand vous préparez les conclusions, quand vous préparez l'assignation. Donc, les gens me connaissent plutôt comme professeur, mais je fais les deux activités séparément. Il y avait 100 discontinuités. Je fais les deux séparément. Donc, par exemple, j'adore la procédure civile. J'aurais bien aimé un jour enseigner la procédure civile. Même si j'enseigne actuellement le droit constitutionnel, le droit administratif, j'enseignais les finances publiques. Je peux vous dire que je peux enseigner toutes les branches du droit. Comme j'ai écrit dans le texte que je vous ai envoyé, pour moi, le droit est un. Il faut connaître le droit. Tout est lié. Et j'ai lu des bouquins où on dit que c'est pour des raisons pédagogiques qu'on a fait cette séparation entre droit privé, droit public. Parce que même quand vous avez une question de droit privé, il peut se poser une question préjudicielle de droit public. Même quand vous vous intéressez au droit public, quand vous travaillez, il peut se poser une question préjudicielle de droit privé. Donc par conséquent, le juriste que je suis ne saurait ignorer les deux branches du droit, même si vous êtes spécialisé. Il n'y a pas de connaissances spécialisées sans connaissance générale. Les connaissances sont tellement vastes. C'est tellement vaste. On ne peut pas enseigner tout le droit. On vous dit qu'il faut faire. Quand j'ai demandé à mon premier directeur de thèse, pourquoi on m'a donné un diplôme de docteur en droit? Il dit, vous êtes censé avoir la base. Vous avez fait le droit général. Donc quand vous faites la licence, c'est le droit général. C'est comme tout en Haïti, on fait le droit général. En maîtrise, on se spécialise. Donc après, on se spécialise, comme le droit est tellement vaste. Mais vous avez le droit général, vous avez la base. Donc il faut connaître la base. Donc en la base, ensuite vous vous spécialisez dans une web du savoir. Mais j'ai fini par comprendre qu'il faut connaître le droit, tout est lié. Et je suis en train d'écrire un livre sur le droit constitutionnel de la nationalité. Le droit constitutionnel de la nationalité. Il y a l'aspect, je dois considérer le droit international public, le droit national privé, le droit civil, le droit fiscal. Donc j'ai dû aborder toutes ces branches du droit dans ce bouquin. Alors que l'ouvrage porte sur le droit constitutionnel de la nationalité. Et je pense que c'est ça. Et on a vraiment parlé de votre parcours en tant que professionnel, de votre parcours académique d'abord, de votre parcours professionnel. Mais nous savons que l'homme a vraiment besoin d'être équilibré. On pourrait demander à Maître Dorval s'il ne s'accorde pas de temps libre. Et qu'est-ce qu'il fait? Et lorsqu'il s'accorde un peu de temps libre, comme hobby, par exemple. Je crois qu'il y a des gens qui aiment vraiment la musique, qui apprennent à jouer un instrument, par exemple. Il y a des gens peut-être qui s'adonnent à autre chose. Mais vous, que faites-vous? J'aime la musique, j'écoute la musique, mais j'aime la lecture. J'aime la lecture. Bon, dans le temps, je faisais du foot. Quand j'étais enfant, je jouais au tennis. Et quand j'étais petit, je jouais tout ça, mais j'ai plus le temps pour le faire. Je m'intéressais au savoir du droit. Et je crois que le droit m'habite.
je ne fais que lire, je fais que... bon, j'ai deux professions qui m'absorbent. La profession d'avocat est absorbante et la profession, l'enseignement absorbe. Donc, vous lisez quand vous Je vous donnez lis un peu de temps. beaucoup, je travaille beaucoup. Bon, j'ai le temps, je regarde la télé, donc, mais bon, je me déplace très peu pour aller ailleurs, pour l'instant avec le temps qui court, mais je fais beaucoup de lectures, je m'adonne beaucoup à la lecture, et je lis beaucoup de choses. Je ne sais pas que je suis là de voir. Quand on est, je lis tout, absolument tout, tout la lecture. Actuellement, avec les infos, avec l'Internet, je m'en sers sur tout, Surtout. absolument tout. Et, non seulement le droit, la littérature, l'histoire, tout ce qui compte, tout ce qui concerne. Je lis tout, absolument tout. Et dites-nous, Maître Dorval est-il marié? Non, pas, A-t-il non, des enfants? non, pas encore. Ok, Pas encore. d'accord. C'est le moment de prendre notre pause. Nous mettons en veille nos caméras. Nous vous revenons dans quelques fractions de secondes. Vous suivez la deuxième partie de l'émission À travers et sur le plateau, nous avons en notre compagnie le docteur en droit, maître Montferrier Dorval, et bien sûr spécialiste en droit constitutionnel. Il est avec nous pour partager ses expériences, surtout à l'école de la vie, pour partager ses expériences en tant que citoyen, en tant que professeur. Et certainement, nous avons beaucoup appris durant la première partie de cette émission. Mais dans la deuxième partie, il sera question de connaître vos positions, comme nous l'avons dit tantôt, en tant que juriste, en tant que citoyen, sur certaines situations sociopolitiques qui traversent notre terroir. Je crois que la situation sociopolitique nous touche directement. Donc en tant que citoyen et citoyenne de ce pays, même si ce n'est pas au même niveau. Donc nous sommes dans un contexte politique actuel où le Parlement devait ratifier un Premier ministre dans vos approches, vous-même, vous préconisez un changement de régime politique dans le prochain amendement constitutionnel. En l'occurrence, un exécutif à une seule tête avec peut-être un vice-président. C'est ce que vous préconisez. Donc pourquoi une telle approche? Moi, j'ai préconisé un changement de constitution, une autre constitution pour Haïti, avec un changement de régime politique. La constitution est facteur de crise. La constitution est facteur de blocage. La constitution empêche le développement du pays. À chaque fois, regardez, vous avez choisi un régime politique. Nous avons toujours eu un exécutif monocéphale, avec une seule tête, avec un président. Maintenant, la constitution de 80, il y a eu ce changement d'exécutif qu'on avait prévu, un exécutif bicéphale en 85 sur Duvalier, ça n'a pas pu être appliqué. Mais le président était à la fois chef de l'État, chef de gouvernement. Mais dans la Constitution de 87, le président est à la fois chef de l'État, chef de gouvernement. Vous allez voir, chaque fois qu'on doit changer de premier ministre, ça pose un problème dans le pays. Oui, c'est vrai. J'entends parler de premier ministre de cohabitation. C'est qu'on n'a rien compris de cette notion-là. Ce matin, je quittais chez moi, j'écoutais la radio. J'entendais quelqu'un parler de cohabitation. Moi, j'ai vécu 3 cohabitations en France. Je les ai observées. J'ai observé la cohabitation. La France est sortie de la cohabitation. C'est pourquoi on a ramené le septennat quinquennat. Nous, Haïti, nous n'avons pas compris. Nous sommes venus avec Dessalines, gouverneur à vie, Dessalines, empereur. Vous avez venu Pétion, président à vie. Vous avez Boyer, président à vie. Vous avez Soulou, tout ça. Nous avons besoin, toujours un exécutif avec une seule tête, un exécutif très fort. Maintenant, je dis qu'il faut sortir de l'exécutif bicéphale. Le président, une fois élu, doit choisir son gouvernement. Sans passer par le Parlement. Sans passer par le Parlement. J'ai assisté à l'investiture de Bolsonaro, qu'on dit d'extrême droite. Mais le même jour qu'il est élu, il signe un décret augmentant le salaire minimum. Le lendemain, il forme son gouvernement. Le gouvernement est installé le même jour. Pourquoi attendre ce temps-là? Regardez, il y a un premier ministre qui a démissionné,
on a choisi un autre. Maintenant, l'autre maintenant, on a choisi un autre. Il est encore là actuellement. C'est comme si le pays avait deux premiers ministres. Justement. Ça pose problème. Donc il faut sortir de cette situation-là. On nous dit qu'il liquide sortir? toujours les affaires courantes. Mais oui, l'autre n'a pas encore installé. Oui. Bon, il y a un débat. Est-ce que le Premier ministre qui est nommé, pour qu'il soit Premier ministre, il faut qu'il soit installé? Pour qu'il puisse nommer le gouvernement. C'est le débat en Haïti. L'investiture, c'est la matière de la nomination. Tant que vous n'êtes pas installé, vous n'êtes pas encore Premier ministre. Donc maintenant, il a formé ce gouvernement, il a signé un arrêté. Comment quelqu'un qui n'est pas investi de ses fonctions peut poser un acte qui est comme premier acte l'acte de nomination du gouvernement alors qu'il n'est pas investi de ses fonctions? Ça pose problème. Donc j'ai dit maintenant qu'il faut sortir cette histoire-là. Il faut réfléchir sur même le bicaméralisme du Parlement. Est-ce qu'on a besoin de Parlement bicaméral? On a tout un système, une configuration des collectivités territoriales avec les AZEC, les AM, les AD, les A... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Moi, je prends l'État régional pour le pays. C'est pourquoi je dis maintenant, il faut un État régional. Vous avez des régions. On transformerait la section communale en commune. On aurait comme collectivité de base la commune. Comme on peut, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec le département? Mais on aurait comme grand groupe la région. Vous aurez des présidents de région avec des compétences régionales, des universités de la région. Au niveau de la fiscalité, chaque région aura son budget. Il y aura le budget de l'État qui sera distinct des budgets des régions. Et chaque commune aura son budget. C'est comme ça qu'on organise le pays. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a rien compris. Mais pour faire cette réforme, le problème d'Haïti, c'est un problème d'État. L'État ne fonctionne pas. L'État n'est pas au service des citoyens. Si on veut réformer l'État, il y a un droit de l'État qui est le droit constitutionnel. Ce droit est consacré dans la Constitution. Par conséquent, si on veut faire la réforme de l'État, il faut toucher à la Constitution. La Constitution, c'est un frein au développement du pays. Les gens ne veulent pas dire maintenant, mais on a fait cette Constitution parce qu'on était contre Duvalier. Moi, j'étais petit, je n'ai pas connu Duvalier. Mais on ne peut pas limiter la pensée à Duvalier. C'est comme si la pensée était bloquée en Haïti. Dès lors qu'on parle de ceci, on veut chercher, soit qu'on vous acte de Macoute, on vous acte de Duvalierisme, mais le pays n'appartient pas aux Duvaliers. Le pays appartient à nous. Moi, j'ai une responsabilité, vous êtes des citoyens. J'ai une responsabilité. Et j'ai une responsabilité sociale. Je suis professeur, je suis avocat, je suis un spécialiste de l'État. Je suis l'un de ceux qui connaissent l'État en Haïti. Qui connaissent bien l'État en Haïti. Mais s'il y a des difficultés dans l'État, je suis autorisé à dire ce que j'ai le droit de dire ce que je pense de l'organisation de l'État. Nous avons besoin d'un État qui soit au service des citoyens. Mais pour cela, cet État a besoin d'être réformé. Mais pour réformer l'État, il faut revoir le droit de l'État qui se trouve dans la Constitution. Donc c'est pourquoi il faut réformer. D'autant plus que la Constitution est facteur de crise. Toutes les crises en Haïti viennent de deux choses. Des élections et du choix de Premier ministre. Toutes les crises. Mais Dorval, il y a certaines personnes qui peuvent dire vraiment, nous n'aimons pas vraiment suivre ce que dit la loi. On aime plutôt fonctionner dans les formels. Donc c'est encore notre problème. Donc ne pensez-vous pas que c'est vraiment récurrent en Haïti? C'est récurrent, ça existe, mais il y a des irritants dans la loi. Quand il y a des irritants dans la loi, ça provoque des crises. Les irritants, la loi peut être là, la loi peut être un facteur de crise aussi. C'est pourquoi il faut modifier la loi quand la loi présente des difficultés. Moi, je suis pour l'état de droit, je suis pour le respect de l'application de la loi, je suis pour que les citoyens soient soumis au droit, les autorités soient soumises au droit, et l'État en général soit soumis au droit. Mais il faut que le droit ne comporte pas des irritants. Mais s'il y a des irritants, l'état de droit ne sera pas possible. C'est pourquoi il faut, dans l'état de droit, il faut appliquer la loi, mais il faut modifier la loi qui contienne des irritants. Donc par conséquent, c'est pourquoi il y a ce problème-là du comportement, il y a le problème de la Constitution.
Et quand qu'on a posé le problème, il a dit oui, il y a les droits fondamentaux. On va protéger les droits fondamentaux. Actuellement, la Constitution n'est pas la norme suprême. Comment vous dites ça? La Constitution est théoriquement la norme suprême. Une norme n'est suprême que lorsque ces violations peuvent être sanctionnées. Quand vous violez la Constitution, les droits fondamentaux, où est-ce que vous pouvez aller? Donc pourquoi vous avez un contrôle de constitutionnalité, vous avez un mécanisme pour faire respecter les droits fondamentaux. Vous n'avez pas ça. Vous pouvez aller... Donc, vous dites que la Constitution est violée, mais il faut faire respecter la Constitution. Comment vous faire respecter la Constitution? Donc, vous pouvez aller dans les tribunaux ordinaires. Mais il y a des questions de constitutionnalité qui est posée. Il faut un organe capable d'assurer le respect de la Constitution. Quand le Parlement, on dit à tort, on répète à tort que le Parlement est une assemblée politique. C'est comme si le Parlement pouvait faire n'importe quoi. Le Parlement est une assemblée politique dans le respect de la Constitution. Oui. Donc, la limite du Parlement, c'est la Constitution. Le Parlement, si on demande, les parlementaires peuvent tuer comme ils l'entendent, non. Le Parlement est régi par la Constitution. Le Parlement doit respecter la Constitution et les lois du pays. Donc maintenant, la Constitution n'est pas une norme suprême, est théoriquement la norme suprême. Dans la pratique, elle n'est pas une norme suprême. Je me rappelle dans mon cours de droit constitutionnel en France avec Favoreux, avec le Conseil constitutionnel français, la création du Conseil constitutionnel français et le fonctionnement du Conseil constitutionnel marquent le parachèvement de l'état de droit en France. Je vous rappelle son cours de droit constitutionnel. Mais nous autres, quand la Constitution est violée, qui va assurer le respect de la Constitution? Regardez, vous avez un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Ça existait avec la Cour de cassation. Oui. Bon, ce contrôle n'existe plus. Oui, avec l'amendement. Avec l'amendement. Maintenant, on a créé le Conseil constitutionnel. Vous avez un Conseil constitutionnel qui est créé dans un amendement controversé. Comment vous allez établir ce Conseil qui va être contesté par la suite? Parce qu'on va dire, ces messieurs-là sont issus d'un amendement controversé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit maintenant, avant d'établir le Conseil constitutionnel, il faut faire la réforme constitutionnelle. Il faut faire la réforme constitutionnelle. Et la vraie réforme de la Constitution doit passer par le changement de régime. D'abord. C'est ce qui fait problème. Qu'est-ce qui fait une Constitution? C'est l'organisation des trois pouvoirs. C'est le régime politique. D'abord. C'est ce qui fait une Constitution, les trois pouvoirs. Le régime politique, c'est quoi? C'est les rapports entre les deux pouvoirs exécutifs et législatifs. Le judiciaire doit être indépendant. Le judiciaire ne doit pas être considéré comme étant un organe politique. Le juge doit être indépendant. C'est le seul pouvoir qui doit être indépendant, disait Montesquieu, le pouvoir judiciaire. Les deux pouvoirs, exécutifs et législatifs, sont appelés à aller de concert. C'est Montesquieu qui l'a dit. J'emploie le terme de Montesquieu. Donc il doit y avoir des rapports entre l'exécutif. Donc le type de rapport qu'entretient l'exécutif et le législatif donne le régime politique. Ça peut être un régime parlementaire, ça peut être un régime présidentiel. Moi, j'ai dit qu'il nous faut un régime présidentialiste encadré. Parce que même le régime présidentiel... Vous dites encadré? Encadré. Parce que là, les gens ont peur. Il faut encadrer le pouvoir du président. Oui, justement. Donc, il doit avoir la latitude Ce que vous avez dit tout à l'heure. Avant, on a cette peur-là. On a cette peur. C'est un régime présidentiel juridiquement et juridictionnellement encadré. C'est ce que j'ai dit. Juridiquement et juridictionnellement encadré. Le président ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Oui. Maintenant, il y a la question de la haute cour. Le président est parti de la haute cour. Maintenant, il faut faire fonctionner la haute cour. La haute cour n'a jamais fonctionné. C'est maintenant qu'on introduit une action devant la Chambre des députés pour mettre en accord sur le président. Donc maintenant, et vous avez vu, le débat était de savoir, est-ce qu'il ne fallait pas supprimer la haute cour et faire en sorte que le président soit passible devant les tribunaux ordinaires. Donc le président ne bénéficie pas de l'immunité, il bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Et il bénéficie du privilège de juridiction. C'est ce qu'il bénéficie. Donc il y a une juridiction spéciale qui est appelée à juger le président, qui est le Sénat. Maintenant, le président, c'est après avoir jugé le président, s'il y a d'autres peines à appliquer,
que le président, d'après la Constitution, est peut-être traduit, d'après la Constitution, que dit la Constitution, c'est 89-2, peut-être traduit dans un tribunal ordinaire. Donc, maintenant, il y a un fameux débat. Quand le président quitte la fonction, qui est compétent pour juger le président, donc il y a un débat. Donc, par conséquent, on ne va pas entrer dans ce débat maintenant, mais moi-même, j'ai l'impression que les constituants de l'époque, ils se méfiaient de l'exécutif. Je comprends. Oui. Moi, j'ai connu, j'étais étudiant. Quand on me disait, on ne pouvait pas avoir d'autres pensées, on ne pouvait pas avoir, il n'y avait pas de discussion dans le pays, il n'y avait pas de débat, chacun avait peur de chacun, c'était ça l'idée. Même à la fac de droit, moi-même j'étais étudiant, on pensait, comme je posais des questions au professeur, on pensait que j'étais contre le pouvoir. Une fois, un étudiant est venu me dire, mais Dorval, il ne faut pas venir dans le cours parce que le professeur vous percevait comme étant quelqu'un qui était contre le pouvoir. Alors que je n'avais pas l'esprit critique, je n'avais pas la conscience critique me permettant de prendre position. Et mes parents, à l'époque, n'acceptaient pas que je sois, ou bien je fusse et un opposant au président, puisque nous avons le cousin de mon père qui a été victime sous Duvalier. Donc, mais je dois dépasser cette époque. Oui, je dois dépasser cette époque. Le pays n'appartient plus à Duvalier. J'ai connu des morts. Duvalier est mort. Donc maintenant, nous autres, je vis dans le pays. J'ai une responsabilité de faire des propositions pour que ça change dans l'intérêt du pays. Moi, je suis viscéralement pour le changement. Ce n'est pas pour moi, pour les autres. Et je dois être fier d'être haïtien. Nous avons perdu cette fierté. Oui, très longtemps. Cette fierté. C'est pourquoi je dis maintenant, ce qui m'intéresse chez un président, c'est qu'il me rende fier d'être haïtien. Qu'il me rende fier d'être haïtien. C'est ça que j'attends du président. Cette fierté d'Haïti. Moi, j'étais au lycée Pétion. Il faut voir le bas de la ville. La rue Bonnefoy, la rue Pavé, la rue des Miracles. Il fallait voir de quel état. On allait à la boulangerie Saint-Marc, à la boulangerie Saint-Marc, comme élève, on allait acheter. Le bon vieux temps, maintenant. Le bon vieux temps, on perdait tous. Le bas de la ville est abandonné. Dès 4 h de l'après-midi, les gens quittent le bas de la ville. Actuellement, regardez le bicentenaire, au barreau. On pense même au barreau à déplacer même le local du barreau. Parce qu'on ne peut pas fonctionner. Il faut protéger les employés du barreau. Il faut protéger les avocats. Il faut protéger même les magistrats. Mais l'État, est-ce que l'État, le premier devoir du chef de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Oui. Si vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité des citoyens, vous êtes démissionnaire. Maître Dorval, comme vous avez parlé du barreau, nous savons que vous êtes candidat à l'éminente fonction de bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Donc, dites-nous comment ça marche. Vous êtes en campagne. Je suis candidat à l'éminente fonction de bâtonnier. Et les élections auront lieu en septembre. Est-ce que prévoir le décret de 79 sur la position d'avocat. Je suis en campagne, je mets le campagne auprès des avocats, je demande aux avocats de me faire confiance, parce que moi, je veux un plus grand barreau au service des avocats et des avocates. Ça ne répond pas, je veux servir mon barreau. Pour moi, ce n'est pas un tremplin, le fait d'être candidat au poste de bâtonnier. Je ne cherche pas un tremplin. Mais Dorval déjà connu. Ma renommée précède mon appartenance au Conseil de l'ordre. Je suis avocat depuis 26 ans. J'ai exercé la profession de 26 ans. Maintenant, je veux être utile à mon barreau. Je veux me mettre au service aux avocats et aux avocates du barreau de Port-au-Prince. J'ai un programme. Le programme sera présenté bientôt. J'ai une équipe de campagne. J'ai un comité de campagne. Le programme, il y a un comité restreint qui va être soumis au comité puis à l'équipe de campagne. On va présenter le programme bientôt. Tout ce que je dis à l'avocat, je veux le réaliser. Donc, par conséquent, je fais des propositions réalistes. Je ne cherche pas à faire
Parce que je suis en campagne, je suis à avoir, non, avoir les voix des avocats en disant des choses qui sont inexactes, en faisant des promesses irréalisables. Donc je fais des promesses réalistes. J'ai tenu compte des propositions des avocats. J'ai vu, j'ai été voir, j'ai visité plusieurs cabinets d'avocats, j'ai rencontré des confrères aux avocats et avocates. Donc, je veux faire des choses pour le barreau, un grand barreau, dans l'intérêt des avocats. Merci, Maître Dorval. Malheureusement, le temps de la fin a sonné. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de l'émission à travers cet après-midi. C'est un grand plaisir. Le temps s'est écoulé rapidement. Oui, très très rapidement. Je pense avoir dit l'essentiel. Oui, oui, certainement. Je le crois également. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Nous n'avons jamais cessé de vous remercier car lorsque vous prenez vraiment le temps de nous regarder, ça donne du sens à notre travail. Donc, restez sur la télévision Pacifique. Vous êtes entre de bonnes mains.